Bon, alors, première chose par rapport, vous avez vu, j'ai envoyé pas mal de mails là, quand vous n'étiez pas là, il y a pas mal de choses. D'abord sur les concours généraux. Donc c'est un peu la période d'inscription pour les concours généraux qui ont lieu au mois de mars-avril. Je vous ai mis la liste des disciplines qui étaient concernées. C'est des concours évidemment qui sont difficiles. C'est des concours où ce sont les meilleurs élèves de chaque lycée qui participent. Mais c'est une bonne expérience aussi quand on se destine par exemple à faire des études supérieures liées à une discipline en particulier. Ça peut être intéressant de se confronter à ce genre de sujet. C'est des épreuves de 6 heures, donc c'est assez long, la plupart. Voilà, donc je l'ai proposé à certains élèves de la classe, mais vous avez le droit aussi d'avoir envie d'y participer. Si une discipline vous plaît, moi je l'ai proposé pour les mathématiques. Il y a peut-être que d'autres professeurs vous le proposeront dans leur discipline. Si ce n'est pas le cas et que vous avez envie d'y participer, vous pouvez leur demander. D'accord ? Alors moi je vous avais envoyé la fiche d'inscription. J'en ai photocopié quelques-unes. Si vous ne l'avez pas imprimée, vous pouvez la récupérer aussi. Il faut, au plus tard pour vous, ce serait fin de semaine, là, il faudrait me la rendre, enfin en tout cas la rendre au professeur de la discipline à la fin de cette semaine, ou plus tard lundi je crois. D'accord, mais comme vous n'êtes pas là la semaine prochaine, pour vous ce serait bien de compléter ça vendredi et de le rendre à votre professeur. Voilà. Si vous avez envie d'avoir des informations sur ce que c'est qu'un concours général, vous pouvez venir nous en parler. Autre chose, vous avez vu, je vous ai aussi envoyé, je vous ai créé un compte Labomep pour faire des petits exercices en ligne d'entraînement un peu. Là c'est sur les limites de fonction, mais il y en aura sur plein d'autres sujets. C'est plutôt pour faire des petits exercices un peu d'entraînement qu'on ne corrigera pas. Moi je peux voir le suivi des élèves, je peux voir si vous l'avez fait, je peux voir vos pourcentages de réussite. D'accord ? Pour l'instant, dans la classe, il n'y en a que 4-5 qui l'ont fait. Alors, je peux comprendre que vous étiez concentré sur votre contrôle de ce matin, mais ça fait partie du travail que j'attends. Donc, j'attends de voir tous les élèves qui validaient leurs compétences. Donc, pensez à le faire. Normalement, vous vous connectez, vous changez votre mot de passe que je vous ai envoyé individuellement, et après, vous y allez de temps en temps. Il y aura de temps en temps, il y aura des petits exercices sur la Labomep à faire. Ils ne sont pas tous formidables, mais ça permet d'en faire un petit peu plus en autonomie. D'accord ? On ne corrige pas. Sachant que vous allez à chaque fois le corriger. Quand vous soyez trompé, que vous ayez réussi, il vous marque ce qu'il fallait faire. Je vous ai posté pour aujourd'hui, sur la séance d'aujourd'hui, le corrigé du devoir maison sur l'exponentielle, qui est, je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit, très important. Il faut absolument que vous le fassiez sérieusement. Si vous ne l'avez pas encore cherché, cherchez-le avant de regarder le corrigé, comme je vous ai dit. C'est un peu fondamental pour les chapitres qui viennent après. Et ça balaye vraiment toutes les notions importantes de la fonction exponentielle. Tout ça, je vous l'ai raconté déjà par mail, mais je vous le redis. Donc je compte sur vous vraiment pour le faire sérieusement. Je ne vais pas le ramasser. Donc je vous ai fait la correction en vidéo. Et c'est presque aussi utile, il faut l'avoir cherché, mais après c'est utile d'y passer du temps pour bien vérifier si ce que vous avez fait, c'est bon, et ce que vous n'avez pas compris, il faut le comprendre maintenant. C'est du programme de première, toutes les notions. Donc, c'est le bagage que vous devez avoir en terminale pour réussir les terminales sur les fonctions. Là, on va commencer un chapitre de probabilité, très court, d'accord ? Ça ne va pas nous prendre, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, on aura presque fini. Et après, on aura encore des petits exos à faire, mais on va y passer peu de temps. Et donc, dès la semaine prochaine, on va commencer un chapitre de dérivation. Donc en lien avec la fonction exponentielle, en lien avec toutes les fonctions dérivées, on va compléter la dérivée de première. Donc pareil, jeudi au plus tard, il faut que je pense que ce sera jeudi, je vais vous distribuer tout le polycopier de ce chapitre-là pour qu'à la maison, vous puissiez suivre si jamais la semaine prochaine, je pense que c'est sûr, la semaine prochaine, on commencera avec l'autre groupe en classe. Quoi d'autre ? InfoSup, donc avec les autres élèves, on a fait 2 heures sur InfoSup jeudi, ils l'ont refait vendredi, ça a permis nous un peu de les accompagner individuellement. Vous étiez à la maison, c'était plus compliqué. Donc je vais vous demander un truc, ça je parle des terminales G2, puisque les autres, vous avez votre prof principal, vos profs principaux qui doivent s'en charger. Les terminales G2, je voudrais que vous m'envoyiez par mail
où vous en êtes dans vos choix d'orientation. Si vous avez avancé par rapport au premier rendez-vous qu'on avait fait en début d'année sur vos idées. Et n'oubliez pas que c'est encore ouvert jusqu'à fin décembre, InfoSup. Ça veut dire que vous pouvez continuer à chercher des infos. Moi, je voudrais voir où vous en êtes individuellement pour justement pouvoir un peu voir les élèves qui sont toujours perdus, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et pouvoir un peu peut-être les accompagner plus précisément. Donc, les terminales G2, vous me marquez, envoyez un mail à M. Blin avec, je parle des terminales G2 que je n'ai pas vu la semaine dernière, donc votre groupe à vous, avec un peu où vous en êtes sur les écoles, sur les universités, sur les domaines qui vous intéressent. Vous pouvez avoir plusieurs choix, vous pouvez encore avoir plusieurs choix, c'est pas un problème, mais je veux un peu savoir où vous en êtes. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose. A priori, c'était tout. Sur le travail à distance, sur les vidéos, est-ce que tout le monde arrive à suivre, arrive à regarder, arrive à compléter en même temps? Ça va? Parce que je sais que c'est difficile d'arriver aussi. Il va vous manquer un peu les questions. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui me posent des questions par mail. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Vous avez le droit aussi de me poser des questions quand vous êtes à la maison. D'accord? Des choses que vous n'avez pas compris, une partie du cours qui n'est pas claire, j'en sais rien. Il ne faut pas hésiter. Bon. Allez, c'est parti. Donc les limites, juste une chose, les limites, et en particulier les limites des fonctions composées. On n'en a pas fait beaucoup, il y en a un petit peu sur la BOMEP pour vous entraîner. Vous allez voir que quand on va faire la dérivation, on va refaire des études complètes de fonctions, et dans ce cas-là, on va refaire des déterminations de limites, et en particulier des limites de fonctions composées. Donc ce sera un moyen de retravailler ces limites. Autre chose, vous savez que par rapport à cette année, le calendrier, la difficulté du travail à moitié à distance, etc., fait qu'il y a une petite adaptation sur les sujets de spécialité. Ils sont toujours au mois de mars, mais les adaptations pour l'instant, c'est sur vos 4 exercices, il y en a 3 qui feront partie de ce qu'ils appellent le cœur du programme. Donc ça y est, ils ont listé un peu les chapitres, les notions qu'on appelle le cœur du programme, et il y aura un exercice qui sera au choix. Vous aurez le choix entre 2 exos sur les 3 chapitres un petit peu à la marge. Donc, je vais encore attendre avant de vous expliquer un peu plus en détail quels sont les chapitres, etc. Mais tout ça pour dire que on va être quand même obligé de tout faire, mais les chapitres qui seront un peu à la marge, on se dira que c'est peut-être, il y aura peut-être un chapitre qu'on va délaisser en se disant celui-là, ou en tout cas on le fera un petit peu moins de manière approfondie, on le gardera pour après. On a vu notre inspecteur, lui ce qu'il nous a conseillé, c'était de refaire des cours un peu allégés pour aller plus vite, d'aller un peu moins dans la profondeur et en particulier de partir sur les capacités, les savoir-faire si vous voulez, au lieu de tout mettre, de partir sur uniquement les capacités en disant que ce qu'ils vont appeler le cœur du programme, c'est les petites capacités. Alors ce chapitre, je l'avais déjà écrit là sur la loi binomiale, qu'on va commencer, donc il est écrit normalement. Le chapitre suivant, je l'ai écrit différemment, je l'ai écrit en partant des capacités. Donc vous allez voir, ça s'écrira différemment, il y a 5 capacités, donc c'est un peu les 5 exercices à savoir faire. Et à l'intérieur, donc je pars des capacités, et à l'intérieur j'ai introduit les définitions, les théorèmes qui vont être utiles. Donc il reste relativement complet, mais on met de côté un peu des démonstrations, on met de côté un peu des explications un peu plus... on se centre sur l'essentiel. L'idée, tout ça encore une fois, jusqu'à l'épreuve du mois de mars. Après l'épreuve du mois de mars, on pourra de nouveau peut-être reprendre des petites choses qu'on aurait laissées de côté, réapprofondir un peu d'autres choses, en particulier pour les élèves qui auront besoin de mathématiques dans le supérieur. Mais on a une épreuve, votre épreuve de bac, il faut qu'on ait eu le temps de tout faire, et c'est pour ça qu'on se centre un peu. Donc les chapitres vont être un peu plus courts, on va essayer de vraiment avoir fait toutes les notions avec l'essentiel, quitte à refaire un peu de révision, se garder un peu de temps pour faire des révisions avant l'épreuve. Hein, tu avais une question, Justine? Oui, par rapport au livre. Ouais, vas-y. Quand ce truc de cos 8 en 0, est-ce qu'on peut le faire avec tout? Non. Alors, c'est vrai que je suis passé très très vite. C'est justement partie des choses où habituellement j'y passerais plus de temps si on avait eu plus de temps.
L'idée c'était de calculer la limite. Donc c'était la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x. C'était celle-là. D'accord ? Donc on a une forme indéterminée parce qu'on a du 0 sur 0. Et l'idée c'était en fait de reconnaître que ça c'est la limite d'un taux d'accroissement. C'est en fait du f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et c'est la limite quand x tend vers x0. On reconnaît en fait que ça c'est de cette forme-là. Or, on a vu en première que la limite d'un taux d'accroissement, c'est lorsqu'il est réel, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. C'est le nombre dérivé de la fonction. Mais quand tu fais ça, c'est que tu t'intéresses à la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est-à-dire en un réel. Donc la limite, c'est toujours un nombre réel ici. Donc c'est pour ça que cette méthode, cette limite du taux d'accroissement, tu ne te poseras jamais la question en plus l'infini, puisque la dérivabilité, c'est toujours en un nombre, en un réel, une valeur de x. Donc c'est pour ça. Bon, c'est un peu un cas particulier, c'est un cas où on ne peut pas lever la forme indéterminée ni par factorisation, ni par comparaison, des choses comme ça. On le fait en reconnaissant une limite d'un taux d'accroissement et donc la définition d'un nombre dérivé. Voilà. Ce qui va vraiment plus vous servir et qui n'est pas si facile que ça, c'est la limite d'une fonction composée, hein, qui n'est pas si simple. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont déjà posé des questions et on peut en reparler. Oui. C'est quoi la limite quand on a un truc de... Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Gavin là ? Ça vous choque pas de faire tendre x vers moins l'infini pour racine de x ? Je te rappelle qu'on s'intéresse à la limite d'une fonction aux bornes de l'ensemble de définition. Or, ta fonction racine carrée, son ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini. Et en plus, on s'intéresse aux limites, aux bornes ouvertes d'un ensemble de définition, entre guillemets, en tout cas, ça n'a aucun, ou aux bornes infinies. C'est-à-dire qu'on ne va même pas faire la limite en 0, parce qu'elle est définie en 0. D'accord ? Comme cette fonction, elle est bien continue, alors il faudra en reparler au moment où on fera la continuité, mais ici, si tu faisais la limite déjà en 0, et d'abord ça ne serait qu'en 0 plus, là, c'est racine de 0, c'est-à-dire c'est 0. Il n'y a pas de problème. Et tu vois, ça n'a aucun sens, d'ailleurs, quand tu regardes ta courbe, ça n'a aucun sens de dire, je regarde ce qui se passe en moins l'infini, puisqu'il n'y a rien du côté des négatifs. C'est bon ? Ok. Hein, c'est important. C'est pour ça que souvent, la difficulté, c'est quand on vous demande de d'abord déterminer l'ensemble de définitions. Et si votre ensemble de définitions, il ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a une valeur interdite, vous voyez que là, il y a 4 limites qui sont à étudier. En moins l'infini, en moins 3 par valeur inférieure, en moins 3 par valeur supérieure, et en plus l'infini. Il y aurait 4 limites. Oui, il y avait une... Oui, Marie. Sur le grand 6, je comprends pas quoi c'est ça de faire la dérivée ou de faire la Le grand 6, rappelle-moi, c'était quoi là ? les limites par comparaison. Limite par comparaison, et c'était dans quel cas où j'ai fait la dérivée ? Ah, il était intéressant celui-là. C'est quand on veut... Pour la limite en sur le C'était limite de... Et oui, mais en fait, on veut démontrer... On voudrait démontrer. Je refais pas la démonstration, sinon je vais te refaire la même chose qu'il y a sur la vidéo. Par contre, je vais bien expliquer l'idée générale. L'idée générale, pour démontrer que cette exponentielle, elle tend vers plus l'infini en plus l'infini, et ça devient quelque chose qu'on sait par cœur en rien qu'en regardant sa courbe. Hein. D'accord ? Elle tend vers plus l'infini. Et pour le démontrer, on va d'abord démontrer que pour tout x réel, exponentielle x est toujours supérieur à x plus 1. Si on arrive à démontrer ça, ensuite par comparaison, puisque ça tend vers plus l'infini, ben ça tend vers plus l'infini. C'est le théorème de comparaison. Oui ? Maintenant, la question, c'est comment démontrer cette inégalité. Pour démontrer cette inégalité qui est vraie pour tout x, eh ben, on utilise une méthode un peu particulière. Je vous ai expliqué que d'habitude, pour démontrer une inégalité comme ça, ben, on peut faire plein de trucs, on peut faire du calcul. Par exemple, on peut faire du calcul en utilisant les propriétés calculatoires des inéquations, des exponentielles, etc. Mais là, il n'y a rien qui marche. On ne va pas être capable
de résoudre cette inéquation si c'était une inéquation. On ne peut pas le faire. Par contre, on utilise les fonctions. On va poser la fonction f de x égale exponentielle de x moins x moins 1. C'est-à-dire la différence des deux membres. Pourquoi? Parce que cette inégalité, elle est équivalente à cette inégalité. Démontrer que pour tout x exponentielle de x est plus grand que x puissance, c'est la même chose que de démontrer que pour tout x, cette expression est positive. Autrement dit, on voudrait démontrer que f de x est positif. Okay? Normalement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut démontrer qu'une fonction est positive? Pour étudier son signe, on fait un tableau de signes, on résout une inéquation, on fait des trucs comme ça. Là, résoudre une inéquation, ce serait refaire ça, donc on ne sait pas le faire. Faire un tableau de signes, on fait un tableau de signes quand on sait écrire sous forme factorisée. Mais ça, on ne sait pas le factoriser. Donc on est bloqué aussi. Donc là, on est vraiment dans une étude de signes d'une fonction. Mais la méthode classique ne marche pas. On va utiliser une autre méthode un peu bizarre, c'est qu'on va étudier d'abord ses variations. On va faire son tableau de variations. Regardez quand est-ce qu'elle est croissante et décroissante. D'habitude, ça ne marche pas. D'habitude, d'étudier les variations, ça ne te permet pas d'avoir le signe. Mais dans ce cas-là, ça va marcher. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire sa dérivée pour étudier le signe de sa dérivée et en déduire les variations, on va s'apercevoir que les variations de cette fonction f, c'est décroissant-croissant, et que le minimum, qui est atteint en... c'était 0, qui est atteint en 0, comme ça, le minimum c'est 0. On va s'apercevoir que c'est décroissant entre moins l'infini et 0, croissant entre 0 et plus l'infini, et que l'image de 0, on le calcule, ça fait 0, et donc le minimum c'est 0. Mais si le minimum c'est 0, ça veut bien dire que f de x est bien positive. Les images sont au-dessus de 0. Et donc ça prouve ça. Ce tableau-là permet de prouver ça, qui prouve ça, qui prouve ça. Mais c'est vrai que c'est rare de se dire, moi c'est le signe qui m'intéresse, et je vais regarder les variations. Oui, ici les variations permettent de montrer que le minimum étant nul, toute la fonction est bien positive. Ça va? Ça c'est une méthode quand même qu'on rencontre assez fréquemment en maths. C'est important d'avoir conscience qu'il y a aussi cette possibilité. Quand je veux étudier un signe d'un truc, je peux peut-être étudier, d'une fonction, je peux peut-être étudier ses variations si je ne trouve pas d'autres méthodes plus directes. Mais c'est une méthode qui est relativement longue parce que ça passe par la dérivation, l'étude du signe de la dérivée. Il peut y avoir pas mal de travail. D'accord? C'est bon? D'autres questions? Il y avait aussi sur peut-être la composée de deux fonctions. Quand on veut faire la limite de la composée, f de x est égal à... Je vais prendre exponentielle de moins 2x plus 5. Comment est-ce qu'on rédige ça? Comment est-ce qu'on rédige? Quelle est la limite, par exemple, quand x tend vers plus l'infini de f de x? Ça, il faut voir ça, que vous arrivez à voir que c'est une composée de deux fonctions. C'est la composée de la fonction qu'on peut appeler u de x, qui est une fonction affine, et de l'exponentielle, d'accord, qu'on connaît. Comment faire? Voilà comment vous allez le rédiger. Vous commencez par faire la limite de la petite fonction. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x plus 5. Ça, c'est une fonction affine, vous devez donner sa limite. Sa limite, en plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est une fonction affine représentée par une droite qui descend de gauche à droite. Donc en plus l'infini, là, hop, ça fait bien moins l'infini. Et ensuite, cette fonction exponentielle, on ne va pas faire la limite quand x tend vers plus l'infini, mais on va faire la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors vous verrez, et c'est le cas d'ailleurs dans la BOMEP, et moi je faisais ça habituellement, là je ne l'ai pas fait quand je l'ai présenté, mais souvent pour ne pas confondre avec ce petit x là, on peut mettre un grand x. Vous verrez sur la BOMEP, il y a un grand x aussi, et on dit, ça représente la variable, qu'on appelle petit x ou grand x, on s'en fiche, on dit exponentielle, l'exponentielle, quand sa variable tend vers moins l'infini, je sais quelle est sa limite. Quelle est sa limite? L'exponentielle, en moins l'infini, elle tend vers 0, et même 0 plus. Ok. Donc, finalement, ces deux fonctions qui sont composées l'une avec l'autre, l'exponentielle et cette fonction affine, on sait que quand x tend vers plus l'infini, moins 2x plus 5 tend vers moins l'infini,
et l'exponentielle en moins l'infini, donc ça et ça c'est toujours le même, on sait que l'exponentielle tend vers 0. Et donc si je compose les deux, on dit par composé, et ben la limite d'exponentielle de moins 2x plus 5 quand petit x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus. C'est-à-dire, hein, j'ai mis des codes couleurs, mais c'est bien ça. Hein, le 0 plus, vous allez le retrouver là. Hop, bon, ce plus l'infini là, vous le retrouvez là. Et ces 2 moins l'infini, c'est comme des limites un peu intermédiaires dans la rédaction. C'est comme ça, cette rédaction-là. Que vous mettiez grand X ou petit x, c'est pareil. Mais c'est cette rédaction qu'il faut faire sur la composée, c'est-à-dire la limite d'une fonction composée. On ne dit pas, c'est pas une addition, c'est pas une multiplication de deux fonctions, c'est une composée de deux fonctions. Dans le prochain chapitre, je vais vous rappeler toutes les dérivées des fonctions de première, et on va rajouter qu'un seul truc sur la dérivation, c'est la dérivée d'une composée de deux fonctions. Une composée quelconque de deux fonctions. Comment on dérive ça? D'accord? Et même avec des carrés, des racines carrées, etc. Comment, quand j'ai des fonctions composées, je fais pour dériver? On a besoin de savoir dériver n'importe quelle fonction du lycée. Ok. On s'arrête là pour les questions, on passe à... On a un peu mangé sur ce que j'ai prévu de faire, mais c'est pas grave. On va attaquer donc le chapitre numéro 5 on va faire un peu de probabilité. Donc, on n'en a pas encore fait. Vous allez voir que ça fait un petit peu le lien quand même avec le chapitre 1 sur la combinatoire. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc sur le devoir maison, que je vous dois encore. Hein. Je suis désolé, hein, je suis beaucoup plus lent que prévu, mais en fait, l'exercice 1, il était long pour vous à faire et à corriger, c'est l'horreur. Avec toutes les valeurs, etc., toutes les permutations, là, bon, j'ai mis un temps pas possible, donc j'ai fini de corriger toute la combinatoire, il me reste encore les suites adjacentes. Je vous ai fait une petite vidéo sur la correction des suites adjacentes, de l'exercice 2, qui est le plus important. Sur les permutations, on était au-delà du programme, c'était un peu différent, mais c'était plutôt bien ce que vous avez fait, même s'il y en a qui sont passés à côté des écritures, vous avez des fois mal compris l'écriture tableau. Mais c'est pas très grave. Par contre, les suites adjacentes, ça c'est beaucoup plus important. On va y revenir, on va reparler des suites quand on fera de la continuité, vous verrez. Mais tout ça pour dire que il y aura un moment donné, je ne vous l'ai pas encore mis à disposition. Pour l'instant, je l'ai uploadé, mais je ne vous l'ai pas encore mis à disposition. Je vais attendre d'avoir fini de corriger et de vous le rendre. Mais vous devrez à un moment donné regarder la correction de l'exercice sur les suites, qui me paraît important. Et là, de ce que j'ai vu, il y en a pas mal qui sont... Vous n'avez pas bien compris ce qu'il fallait faire pour certains. Donc, c'est pas très grave, mais il faudra le corriger. De toute façon, moi, je ne les note pas, les devoirs maison. Donc, il n'y a pas ça n'a pas d'urgence par rapport au conseil de classe. Bien, allez, on y va, on commence. Alors, on va commencer donc, vous prenez... Donc, le chapitre s'appelle « Répétition d'épreuves et loi binomiale ». Alors, je suis désolé que ce soit si sombre là, mais on n'a pas trop le choix. Bien. Donc, on va... oui, je vous ai dit, attention de ne pas coller tout de suite. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure à certains? C'est qu'on va découper, c'est pas là. Il va falloir découper ici parce qu'en fait, on va rajouter un exercice. Donc ici, avant le grand 2, là, il faudra découper là. Bien, donc, répétition des preuves identiques et indépendantes. On n'oublie pas que quand on fait des probabilités, on parle d'expériences aléatoires ou d'épreuves. D'accord? On fait des épreuves, on fait une expérience aléatoire qui peut avoir plusieurs épreuves, mais on parle bien d'expérience aléatoire. Si l'expérience n'est pas aléatoire, on ne fait pas de proba. Hein, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on n'est pas sûr du résultat, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir quelle est la probabilité que tel résultat se réalise, ou pas. Donc on ne fait des probas que quand on a des expériences aléatoires. On vous dit, lorsqu'une expérience aléatoire est répétée n fois, dans ce cas-là, on parle d'épreuve, et que l'issue d'une épreuve ne dépend pas des issues des épreuves qui l'ont précédée,
on dit que les épreuves sont indépendantes. Donc très simplement, hein, c'est quand je vais faire plusieurs épreuves successivement, je répète une épreuve plusieurs fois, mais ce qui s'est passé au premier lancer ne va pas impacter le deuxième lancer, par exemple. Hein. Donc lancer plusieurs fois une pièce de monnaie, tirer successivement et avec remise une carte dans un jeu, ça c'est ce qu'on appelle des épreuves qui sont répétées de manière identique et indépendante. Ok ? Bon. On va aussi s'intéresser à des épreuves qui sont répétées, mais qui ne sont pas répétées de manière identique spécialement, ou en tout cas qui ne sont pas indépendantes. C'est par exemple, quand je tire une carte dans un jeu de cartes plusieurs fois, mais je ne remets pas la carte dans le paquet. Vous êtes d'accord que suivant ce que j'ai tiré dans mon premier tirage, ça va impacter les possibilités au deuxième tirage, et donc les probabilités. Donc, on va faire un exercice où les épreuves peuvent être indépendantes ou ne pas être indépendantes. Bon, première chose. Vous allez voir que la plupart de ces exercices, dans la plupart de ces types d'expériences, on utilise des arbres pondérés. Hein, vous en avez déjà un peu utilisé, des arbres pondérés, des petits arbres de probabilité où il y a des petites probabilités sur les branches. Là, on va en avoir besoin. Ok. Ce qui nous intéresse pour pouvoir faire ça, on va faire un premier exercice aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est la propriété suivante. Comment calculer des probabilités, en fait. Hein. On vous dit, lorsqu'une expérience aléatoire est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, une issue est une liste ordonnée de résultats. Une issue, c'est une liste. Donc ça tombe bien parce que les listes ordonnées de résultats, les listes ordonnées, on a travaillé avec les listes ordonnées au premier chapitre. Donc là, toute la combinatoire va nous servir en fait dans ce chapitre de probabilité. Les combinaisons, les arrangements, les permutations, tout ça, ça va nous servir. Donc, une issue, c'est une liste ordonnée de résultats, un PUPLé, représentée par un chemin de l'arbre. Puisqu'on va avoir un arbre de probabilité, alors, vous savez que dans un arbre qui a plusieurs niveaux de l'arbre, il va y avoir évidemment plusieurs chemins possibles sur l'arbre. Chaque chemin mène à une issue, un résultat si vous voulez, et chaque chemin est une liste ordonnée. Puisque mon expérience il y a plusieurs épreuves. La première épreuve donne un premier résultat, la deuxième épreuve un deuxième résultat, etc. Donc on va représenter nos issues comme des listes ordonnées. Ce qui nous intéresse, évidemment, la deuxième propriété, la probabilité d'une issue. Comment on calcule la probabilité d'une issue ? C'est le produit des probabilités de chacun de ces résultats. Et on appelle ça le principe multiplicatif. Exactement comme quand on calculait les listes. D'accord ? Et on voulait savoir le nombre de listes qu'on pouvait former, le nombre de listes ordonnées, le nombre de PUPLé qu'on pouvait. Et on parlait souvent du principe multiplicatif. Ce sera pareil pour les probabilités. Alors tout ça, c'est un petit peu du blabla, là, sans exemple, c'est un peu difficile de comprendre. Donc on va tout de suite faire un petit exercice. C'est le numéro 48, page 418, je crois. Donc vous découpez ici, et on va faire le 48, page 418. Vous le mettez dans la partie courte, ça va être un exercice qui va faire référence. Alors, la seule chose qui me gêne, c'est qu'il nous prend tout le tableau. Donc, je ne suis pas sûr que je vais vous laisser là, parce que je peux écrire qu'au milieu. Alors, on va voir si j'arrive à le diminuer déjà. Parce que il me faut un peu de place quand même. Allez, je ne veux pas que le diminue. Alors. Est-ce qu'on a assez de place ? On va voir. Bien. Ouais, je vais essayer de l'écrire ici. Alors, on vous dit, regardez le 48. Un sac contient 6 boules rouges, 4 boules bleues, indiscernables au toucher. Ça, c'est pour que l'expérience soit évidemment aléatoire. Et on tire successivement 3 boules de lune sans remettre la boule précédente. Donc, ça veut dire on dit sans remise. C'est un tirage sans remise. Représenter cette situation par un arbre pondéré. Voilà. Et ensuite, on aura des probabilités à calculer. Probabilité d'obtenir 3 boules rouges, aucune boule rouge, etc. D'accord ? Donc, c'est des petites choses.
que vous avez déjà fait un petit peu en seconde, en première, ce type de questions. Allez, c'est parti, on fait un arbre. D'abord, ce qui est important, c'est tirage successif de 3 boules de l'urne. Donc si j'ai tirage successif de 3 boules, j'ai une expérience aléatoire de 3 épreuves. Ok? Première épreuve, qu'est-ce qui peut se passer? Donc si j'ai 3 épreuves, ça veut dire que je vais avoir 3 niveaux de l'arbre. Ça, c'est mon premier niveau. On peut soit obtenir une boule rouge, soit obtenir une boule bleue. Deuxième niveau, soit j'obtiens une boule rouge, soit j'obtiens une boule bleue. Il faut que je mette les mêmes. Donc j'avais fait rouge en haut et bleu en bas. On passe. Et enfin, dernier niveau, troisième niveau. Donc soit on tire une boule rouge, soit une boule bleue. Ok. Ça, c'est ce qu'on appellerait un arbre de choix. Mais ce n'est pas un arbre encore pondéré. Pour qu'il soit pondéré, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? Les poids, les probabilités. La probabilité, sur chacune des petites branches, on va rajouter des nombres qui correspondent aux probabilités. Ok. Et c'est là où il faut absolument regarder, est-ce que on a un tirage avec remise ou sans remise? Parce que si on a un tirage sans remise, si on a un tirage avec remise, ça veut dire qu'on va reproduire toujours la même expérience, le même type de tirage. Si on a un tirage sans remise, dans ce cas-là, les tirages ne vont pas être indépendants parce que ce qui va, évidemment, ça va dépendre du tirage précédent. Alors, on a un tirage avec ou sans remise, là? On vous dit, on a un tirage sans remise. Donc, ils sont un peu plus intéressants, les sujets où c'est sans remise. Alors, on met les petites probabilités. Alors, la probabilité de tirer au premier tirage, de tirer une boule rouge, c'est évidemment... Oui? Il y a 6 boules rouges sur un total de 10 boules. D'accord? Elles sont indiscernables au toucher, donc il y a en gros sur un tirage d'une boule, il y a écrit probabilité. Chaque boule a la même chance d'être tirée. Donc c'est évidemment 6 chances sur 10, ça fait 0,6. Probabilité de tirer une boule rouge. Je vais le mettre, excusez-moi, on va les mettre en fractions. Donc on va mettre 6 sur 10. Alors 6 sur 10, en simplifiant, ça nous fait du 3 sur 5. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Évidemment, c'est son complémentaire à 1, c'est-à-dire 2 sur 5. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge de cette boule rouge-là, c'est-à-dire une fois qu'on a tiré d'abord une boule rouge? Allez-y, proposez. Oui. Très bien. Alors, c'est pour ça que le 3 sur 5, je l'ai simplifié, mais il faut garder en tête quand même que c'est 6 sur 10. D'accord? On a 6 chances sur 10 de tirer une boule rouge au début. La deuxième boule, après, une fois qu'on a tiré une boule, il n'y a plus que 9 boules et il n'y a plus que 5 boules rouges. Donc c'est 5 chances sur 9. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Ici, de cette boule bleue là? 4 sur 9. Toujours le complémentaire, là c'est toujours facile. Ensuite, probabilité de tirer cette boule rouge, c'est 4 chances sur 8, c'est-à-dire une chance sur 2. Alors 4 sur 8, c'est-à-dire 1 demi. Et donc il y a une chance sur 2 de tirer une boule bleue ici. Vous voyez comment on écrit comme ça les petites probabilités sur les branches en réfléchissant au nombre de boules qui restent et au nombre de boules rouges qui restent. Donc ici, ce sera du 3 sur 8, donc là 5 sur 8. Ici, alors, maintenant je reviens là, j'en avais les boules bleues. Donc là j'ai toujours, si j'ai tiré une boule bleue, j'ai toujours combien de boules rouges? 6 boules rouges, sur un total de 9 boules. C'est-à-dire, en simplifiant, ça nous fait du 2 tiers. Probabilité de tirer une boule bleue, si j'ai déjà tiré une boule bleue, c'était du 4 sur 10, donc il n'y en a plus que 3 sur 9.
mais 3 sur 9, ça fait 1 tiers. On peut en fait ici calculer le complémentaire du 2 tiers qu'on a calculé. Et enfin, probabilité de tirer une boule rouge, ben, on en avait 6 sur 9, donc ici 5 sur 8, et donc là, c'est 3 sur 8. Probabilité de tirer une boule rouge, on en a toujours, si on a tiré 2 boules bleues, ben on a toujours 6 boules rouges sur 8 boules, c'est-à-dire, on divise par 2, ça fait 3 quarts, et donc 1 quart. Si on se trompe sur une de ces petites probabilités, eh ben après, tous les résultats qu'on va faire sont faux. Donc ce type de sujet, il faut vraiment être vigilant sur les petites probabilités que vous allez mettre sur vos branches. Bien réfléchir toujours à combien de boules on a, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules rouges, aucune boule rouge, etc. Alors là, ce qui serait intéressant, ce serait quand même de voir les différentes issues, les différents chemins de l'arbre. Le chemin tout en haut, c'est l'issue RRR. Alors, normalement, je devrais l'écrire comme ça, comme une liste ordonnée. Mais comme c'est un peu lourd en écriture, souvent, on ne met pas les parenthèses, on ne met pas les virgules ou les points-virgules, on met seulement comme ça. D'accord? Parce que ça n'a pas de, c'est pas compliqué, enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez. Donc ça, c'est RRB, RBR, RBB, BRR, BRB, BBR et BBB. Voilà, ça, ce sont les différents chemins de l'arbre qui correspondent aux différentes issues. Ce sont des listes ordonnées. Il n'y a plus qu'à calculer des probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules rouges? Bon, donc, probabilité d'obtenir 3 boules rouges. Vous allez me redonner les questions, moi je vais... On va couper là. Donc, c'est la probabilité d'obtenir RRR. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la propriété qui dit que, puisqu'on a 3 chances sur 5 ici pour obtenir ce R, 5 chances sur 9 pour ce R, 1 chance sur 2 pour ce R, d'après le principe multiplicatif, la probabilité d'obtenir cette liste-là, ça va être le produit des probabilités du chemin, c'est-à-dire 3 cinquièmes fois 5 neuvièmes fois 1 demi. C'est pas plus dur que ça. D'accord? Donc, les petites simplifications, ça nous fait du 1 sur 6. On a une chance sur 6 d'obtenir 3 boules rouges dans cette expérience aléatoire. La deuxième question, c'était, vous l'avez sous les yeux, Justine? C'était obtenir quoi? Aucune boule rouge. Alors, aucune boule rouge, c'est l'événement, enfin c'est le résultat. 3 boules bleues. BBB. Donc, on fait pareil. Ça nous fait du 2 cinquièmes fois 1 tiers fois 1 quart. Il n'y a qu'une seule issue qui réalise l'événement aucune boule rouge. C'est cette issue. Ça nous fait du 1 trentième. Petit c. Quelle est la question? D'obtenir exactement 2 boules bleues. Exactement 2 boules bleues. Alors, exactement 2 boules bleues. On pourrait dire 2 boules bleues, ce sera... Quelles sont les issues qui réalisent? Ce serait... Normalement, il faudrait l'écrire comme ça. Il faudrait écrire l'issue RB... Alors, on peut l'écrire RBB, BRB, BBR. On devrait l'écrire comme ça. La probabilité d'obtenir cet événement-là. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Vous avez vu, donc je mets des accolades avec la liste des issues qui le réalisent. Ok, ben voilà, il va falloir... même s'il y a 3 issues,
Est-ce que le nombre 3, il est important là? Non, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas équiprobabilité. On ne dirait pas il y a 3 chances sur 8. Il y a 8 issues différentes, mais ça, on ne va sûrement pas dire il y a 3 chances sur 8 que ça se réalise parce qu'il y a 3 issues. On n'est pas dans un cas d'équiprobabilité. Donc, on est obligé de calculer les probabilités de chaque issue, de chaque chemin. Je l'écris ici, ça nous fait donc... Alors, RBB, ça fait 3 cinquièmes fois 4 neuvièmes fois 5 huitièmes. Plus, donc la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui réalisent l'événement. Donc, c'est la probabilité de RBB, c'est ce que je vais décrire, plus la probabilité de BRB, donc c'est-à-dire 2 cinquièmes fois 2 tiers fois 3 huitièmes, et plus la probabilité de BBR, c'est-à-dire 2 cinquièmes fois 1 tiers fois 3 quarts. La somme des probabilités des issues. C'est bon? Alors, ça nous fait combien? Donc là, on a 2, ça s'élimine, ça fait 3, ça fait 1 sixième. Si je ne me trompe pas, à vous de me dire. Ici, ça nous fait du 4, donc le 3, ça va, là il reste un 2, ça nous fait du 1 dixième. Ici, ça nous fait du 1 dixième aussi. Je ne me suis pas trompé. Donc ça fait 2 dixièmes, ça fait 1 sixième plus 1 cinquième. Ça nous fait du 5 trentièmes plus 6 trentièmes. Ça fait du 11 trentièmes. 11 chances sur 30 que ça se réalise. Et la dernière question, c'était quoi, Justine? D'obtenir au plus 2 boules bleues. Au plus de boules bleues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au plus de boules bleues? Ça veut dire au maximum de boules bleues. Donc, quand est-ce que ça se réalise au plus de boules bleues? Au maximum de boules bleues. Soit j'ai 0 boule bleue, soit j'ai 1 boule bleue, soit j'ai 2 boules bleues. Donc, ok, ça en fait pas mal d'issues qui réalisent ça. Quand il y a beaucoup d'issues qui réalisent un événement, ça vaut le coup de se poser la question, quel est l'événement contraire? C'est quoi le contraire de au plus 2 boules bleues? Oui? Non, là tu me donnes la formule, mais c'est quoi d'abord l'événement contraire de au plus de boules bleues? Oui? C'est 3 boules bleues. C'est l'événement contraire. Et donc tu as raison, on va utiliser cette formule-là. En fait, on va calculer l'événement contraire de au plus de boules bleues, c'est 3 boules bleues. Et on sait qu'en termes de probabilité, alors je vais l'écrire comme ça. Au plus 2 boules bleues. Et on va dire que la probabilité que cet événement se réalise, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. Et son événement contraire, c'est 3 boules bleues. BBB. Donc en fait, on va plutôt calculer ça. 3 boules bleues, on l'a déjà calculé, c'était 1 trentième. Et donc ça fait 29 trentièmes. Probabilité d'avoir au plus 2 boules bleues. Bon, voilà un premier petit exercice là, sur une répétition, sur une expérience aléatoire qui est une répétition d'épreuves. Ici, c'est une répétition d'épreuves qui ne sont pas indépendantes parce que c'est un tirage sans remise. Et donc les probabilités du deuxième niveau et du troisième niveau, évidemment, elles changent. Ce n'est pas toujours les mêmes probabilités. Mais ça vous montre un peu, ça vous remet un peu dans le bain de ces probabilités qu'on a déjà travaillées. Un petit exercice à faire pour demain. Vous me faites le 49. Donc ça, c'est pour mercredi. 49, page 418. Ok, je l'ai déjà mis sur Pronote. Et demain, donc, on rentrera dans le vif du sujet, puisqu'on s'intéressera à un type d'expérience comme ça avec répétition, qu'on appelle un schéma de Bernoulli, et qui mène à une loi particulière de probabilité.